bienvenue au domaine et musée royal de Marimont pour un nouvel événement virtuel. Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, Marie Demelaine, conservatrice de la section d'archéologie régionale et domaniale, vous invite à une visite guidée de l'exposition Le Monde de Clovis, itinéraire mérovingien. Nous espérons que cela vous donne envie de venir sur place et de réserver votre visite sur le site internet du musée jusqu'au dimanche 4 juillet. Donc sans attendre davantage, je vais lui céder la parole. Bonne visite à vous et à bientôt au domaine de Marimont. Bienvenue dans le monde de Clovis, itinéraire mérovingien, donc exposition temporaire qui se tient à Marimont et dont je suis la co-commissaire. Je vous invite à regarder pour commencer la ligne du temps qui montre une grande concentration de dates au niveau de la période mérovingienne en elle-même, donc qui est située entre 450 et 750 de notre ère. C'est une courte période de 300 ans seulement, qui est vraiment encadrée par deux grands piliers de notre histoire collective, donc la période de l'Empire romain avant et la période de l'Empire carolingien vers 800 après. Du temps, vous allez découvrir des faits historiques, des dates dont parfois on ne sait pas très bien si elles sont tout à fait exactes. Par exemple, la mort de Childéric et son enterrement à Tournai en 481 ou 82. Et vous allez aussi voir une série de personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure de l'exposition, qui sont vraiment des personnes auxquelles on peut s'attacher et qui font le trajet inverse de ce que fait l'archéologue quand il découvre des objets. Donc l'archéologue découvre un objet, un contexte, de là il tire des données desquelles il peut formuler des hypothèses et raconter une histoire qui est toujours sous réserve par rapport à la communauté humaine qui est celle qu'il étudie. Ici, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on part du personnage qui va nous amener vers son objet et qui va nous raconter sa biographie qui est fictive, mais qui est vraisemblable, qui est vraiment appuyée, charpentée sur les recherches les plus actuelles et les plus précises à propos du mobilier de cette personne. Une carte qui est importante, il y a une série de cartes dans la ligne du temps, parce que le royaume mérovingien, même sur une très courte période de 300 ans, évolue beaucoup, avec des splits puis des réunifications. Mais la carte la plus importante est celle-ci, avec en brun le noyau initial, le berceau de la monarchie mérovingienne, donc le territoire qu'ils occupaient avant leur conquête d'une grande partie de l'Europe du Nord-Ouest. Et en jaune, on a justement l'extension maximale du royaume, avec une grande partie de la France, le Benelux, une partie de l'Allemagne et une partie de la Suisse. Donc cette histoire, elle est aussi commune à une grande partie du nord-ouest européen. Alors maintenant que ce panorama chronologique et géographique est posé, je vous invite à rejoindre la première vitrine que je voudrais vous montrer. On est sur une passerelle dans une des salles de l'exposition qui est consacrée à l'habitat. L'habitat mérovingien, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à expliquer dans une exposition comme celle de Marimont parce que précisément il en reste très peu de vestiges. Les archéologues découvrent surtout ce qu'on appelle des trous de poteaux, donc c'est-à-dire l'absence de poteaux qui constituaient autrefois la charpente de l'habitation. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de présenter systématiquement un objet qui est à la fois emblématique de la thématique, donc ici en l'occurrence de l'occupation du territoire, de la façon d'habiter, et aussi un objet qui soit symptomatique de la façon dont on va occuper le territoire à l'époque mérovingienne, mais dans une relation avec les autres, dans la notion d'échange, de diversité culturelle, d'influence. Et le scénographe Frédéric de Smet et la graphiste Christine Lemaire ont conçu un système assez ingénieux, tout simple, pour que la scénographie dans laquelle le visiteur se promène soit Covid-safe, et donc qu'il n'y ait pas de rencontre de croisement avec d'autres visiteurs. Et donc chaque grand moment de l'exposition, chaque thématique
est balisée par une paroi devant laquelle se trouve une vitrine qui contient précisément ces objets que je vais vous présenter au fil de notre visite. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une mise en scène qui présente en fait une plaque de verglas sur laquelle sont déposés deux os de bœuf qui ont été aménagés, c'est-à-dire travaillés par l'homme pour pouvoir être utilisés. Ça va certainement évoquer des choses dans le quotidien de la plupart d'entre vous, mais les Mérovingiens, comme la plupart des communautés historiques, ont mis en œuvre une économie durable, circulaire. On ne jette rien, on récupère tout. En l'occurrence, ces os de bœuf, ils ont été découverts à Huy, en bord de Meuse, et ils ont été aménagés de telle façon qu'on puisse les utiliser comme patins à glace. Donc ce qu'on voit ici, ce sont des patins à glace qui ont 1500 ans et qui, au-delà de l'anecdote, en fait, montrent à quel point le climat a changé à l'époque mérovingienne par rapport à la période précédente, la période romaine. À l'époque mérovingienne, on assiste à un refroidissement et à une plus grande humidité dans le climat. Et donc l'environnement se modifie. Et ça fait sans doute aussi écho à des choses que nous connaissons tous aujourd'hui. Et donc ces patins à glace ne sont pas du tout destinés à faire du patinage artistique, ils sont destinés très probablement à se déplacer sur la Meuse qui, à certains moments de l'année, devait être gelée et donc à passer facilement d'une rive à l'autre. Alors pour placer un peu les choses dans cet esprit de transition et de charnière très fluide finalement entre la période romaine et le royaume mérovingien, il y a une pièce très importante qu'on est vraiment très fiers de pouvoir exposer à Marimont, qui est cette épée qui nous vient du musée communal d'Amay et qui est en fait une des plus anciennes épées retrouvées dans nos territoires, donc en Belgique, et qui soit associé à une tombe. Le rituel funéraire durant l'Empire romain, en tout cas dans nos régions, est d'enterrer le défunt avec des objets de son quotidien, mais jamais d'armes, ou en tout cas très rarement. Alors qu'à l'époque mérovingienne, des choses qui se modifient, on continue à enterrer les défunts parés, habillés, avec leurs bijoux, leurs armes s'ils en ont, avec des poteries également, mais on les enterre également avec leurs armes. Et cette épée est une des plus anciennes qui ait été retrouvée dans une tombe dans nos régions. Elle date des environs de 460-480, donc à l'extrême fin du 5e siècle. Et maintenant, une fois que ce premier environnement d'origine est bien clair, je vous invite à voir la magnifique orfèvrerie de nos collections. Les pièces que vous voyez ici sont ce qu'on appelle des fibules, une période où le bouton n'existe pas encore, n'a pas encore été inventé. Donc pour faire tenir les pans d'un vêtement entre eux, on utilise ces espèces de broches qui ont toutes les formes, qui utilisent différents types de métaux et pour les plus prestigieuses d'entre elles sont en or. Les fibules que vous voyez présentées ici viennent de nos propres collections, donc des collections du musée de Marimont, et elles ont été soclées par Christophe Derval, qui est un de mes collègues, dans la position qu'elles devaient effectivement occuper dans la parure. Alors ces fibules-ci, par exemple, elles devaient se porter au niveau du bassin de la femme pour fermer un grand manteau, des pans d'un manteau, alors que celles-ci, qui sont dans le centre de la vitrine et qui sont serties de grenats, se portaient davantage sur les clavicules. Celles qui sont à l'avant-plan sont des fibules qu'on portait plutôt à la base du cou et au niveau inférieur. Et vous voyez que ces orfèvreries sont vraiment dans un état de conservation extrêmement bon, parce qu'ils font appel à des métaux précieux et aussi à ces grenats dont on reparlera. La mode à l'époque mérovingienne est une mode qui est extrêmement versatile, qui change très rapidement. Ce qui fait que les défunts qui ne sont pas enterrés avec, souvent très rarement avec leur nom et jamais avec leur millésime, on peut malgré tout dater approximativement leur date de décès grâce justement à cette évolution très rapide de la mode et de la façon dont on attachait les vêtements. Vers la fin de la période, on se dirige vers des fibules qui sont non plus portées par paire, comme précédemment, mais vers des fibules qui sont portées par pièce unique, centrale,
comme celle-ci, qui est un exemplaire tout à fait exceptionnel de nos collections et dans le monde mérovingien. La création de ces pièces d'orfèvrerie, elles sont évidemment exceptionnelles, mais à l'époque mérovingienne, on produit, on consomme toutes sortes d'objets en série, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc on est dans la salle consacrée aux arts du feu, et dans les arts du feu, il y a bien sûr la céramique, la poterie. On a ici deux exemplaires. Le premier qui se trouve sur le fond de la vitrine nous vient de Viéville-Pont-à-Celle, un viaduc bien connu sur le 42. Et l'autre, qui est sur le socle blanc, est un exemplaire de pot biconique qui nous vient d'Armigny, près de Mons. Le pot biconique, donc, ce sont deux cônes l'un sur l'autre. C'est vraiment la poterie emblématique de la période mérovingienne. Et tous les deux sont décorés d'un motif qu'on peut qualifier de motif à la mode au VIe siècle. Puisqu'il se trouve assez souvent répété sur les céramiques. C'est un motif de triangle imbriqué qu'on a pu observer grâce à l'étude archéologique de ces objets. C'est qu'ils ont non seulement exactement le même décor, mais que ce décor a été réalisé très probablement avec le même outil. Et on le sait parce que cet outil présentait un petit défaut qu'on retrouve sur les deux pièces. Entre les deux objets, là où ils ont été exhumés, leur site de provenance sont distants de 40 km. Aujourd'hui, 40 km en voiture, s'il n'y a pas de travaux sur le 42, c'est 20 minutes. À l'époque, pour un homme qui n'est pas chargé et qui est en bonne santé, ça représente 2 jours de marche. La grande question qu'on peut poser par rapport au transfert, au transport de ces poteries, c'est qu'est-ce qui a voyagé? Et on ne peut pas nécessairement répondre. Est-ce que c'est le pot fini? Est-ce que c'est le propriétaire de l'un des deux? Est-ce que c'est le potier ou est-ce que c'est l'outil? Alors dans le même esprit, on va voir d'autres productions en série qui sont liées à la métallurgie. Ce qu'on observe souvent dans les musées sont des pièces qu'on présente consciemment ou inconsciemment comme des pièces uniques parce qu'elles ont été exhumées par les archéologues, sont des découvertes souvent exceptionnelles ou peut-être même plus communes, mais qui ont subsisté à travers le temps. Et dans cette petite vitrine, on vous montre des objets qui sont originaires de Tournai pour la partie supérieure et de Namur. Et on a présenté ce qu'on montre très rarement, en fait, ce sont des moules d'objets qui ont été produits en série. Une espèce de petit demi-œuf que vous voyez là, c'est en fait un creuset de bronzier. Donc on l'utilisait pour y mettre l'alliage de cuivre en fusion avec une pince, puisque c'était très chaud. On versait l'alliage de cuivre en fusion dans les moules dont vous voyez ici des fragments. Bien sûr, ils étaient complets à l'époque. Et on pouvait ainsi multiplier le nombre d'objets qui sont à chaque fois uniques, mais qui se ressemblent et qui sont identiques les uns aux autres. On va maintenant continuer dans une autre partie qui est consacrée aux influences. Dans cette vitrine, on a deux témoignages de deux femmes, très probablement anglo-saxonnes, donc qui ont vécu dans le sud de l'Angleterre au courant de l'époque mérovingienne, et qui ont fait le trajet, qui ont traversé la Manche pour venir s'établir sur le continent. Alors, l'un de ces témoignages est celui d'une princesse, d'une jeune femme de l'aristocratie anglo-saxonne, que nous avons appelée Édith et que l'illustrateur Cédric Volon a représenté grâce à la biographie très détaillée qu'en a donnée Graham Cuvelier, sous ce personnage très avenant. C'est une jeune femme qui est décédée aux alentours de 500 de notre ère et qui a été inhumée, enterrée dans l'entourage direct de la tombe de Childéric, à Tournai. Donc les objets que nous avons ici nous sont prêtés par le musée archéologique de Tournai, qui est d'ailleurs un des musées partenaires de notre exposition, qui présente, ainsi que Mons, l'Artothèque, une partie du propos sur le monde de Clovis, de façon plutôt régionale, plutôt locale, en lien direct avec l'histoire de la cité royale de Tournai. Ces objets, ce sont une fibule, et c'est vraiment cet objet-là en particulier qui est très caractéristique de la culture matérielle du Kent, donc du sud de l'Angleterre, qui a permis de, ce qu'on appelle en archéologie, qualifier la porteuse et dire qu'elle venait effectivement
de cet endroit. Il y a aussi un lourd bracelet en argent serti de grenat, et puis cette petite passoire à vin qui ressemble un peu à une boule à thé, et qui en fait est un objet de très grand luxe qui servait à aromatiser le vin grâce à des condiments, des épices qu'on mettait dans la passoire. Donc ces objets sont le témoignage d'une vie certes très courte, et on a imaginé que cette jeune femme avait fait le trajet jusqu'à Tournai dans un but matrimonial pour se marier avec probablement un membre de l'aristocratie ou de l'élite mérovingienne et ainsi resserrer des liens stratégiques, politiques, économiques bien sûr, entre la Grande-Bretagne et le royaume mérovingien. Une autre dame a fait le voyage dans les mêmes conditions. Elle a apporté avec elle un mobilier beaucoup plus modeste, mais qui est tout aussi touchant et tout aussi intéressant. Elle a été inhumée, elle, à Brouchem, près d'Anvers, et elle a apporté avec elle ce petit outil qui est très corrodé, mais qui en dit long en fait sur son origine, puisque c'est un outil dont on pense qu'il n'a été utilisé précisément dans le traitement du textile que dans la région de la Grande-Bretagne. Une petite fibule en alliage cuivreux et ce fossile qui a été ramassé, on ne sait pas le dire avec précision où, mais qui a été ramassé soit sur les côtes de Grande-Bretagne, soit sur les côtes du continent, donc qui ont accueilli cette dame. Et les deux ont choisi, au moment du dernier voyage, de partir avec des objets qui leur rappelaient leurs origines insulaires. Dans le décours de cette vitrine qui nous parle des voyages, je vous invite à aller voir le témoignage d'un autre voyageur de l'époque. Alors, sur cette grande carte du monde connue à l'époque mérovingienne, on a différentes vitrines qui sont serties et qui nous montrent d'où viennent les objets, en tout cas au niveau de leur production ou de leur gisement. Parce qu'il faut distinguer la provenance de l'objet, le lieu où il a été fabriqué, où il a été découvert, et le site de découverte archéologique, donc là où il a été exhumé. Et ici, on confronte les deux, notamment avec les grenats dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sont en fait des pierres qui, au début de la période mérovingienne, sont importées dans nos régions depuis le sous-continent indien, l'Inde et le Sri Lanka. Là, je vais vous parler d'une pièce qui vient d'un peu moins loin, qui vient de Flandre, qui a été donc exhumée dans une nécropole à Brouchem, près d'Anvers, par l'Agence flamande du patrimoine, et qui est cette urne cinéraire. Une urne cinéraire, c'est une urne dans laquelle on dépose les cendres d'un défunt. Mais le défunt, on a pu, grâce aux recherches archéologiques, démontrer qu'il ne venait pas lui-même de cette partie du continent, mais plutôt de la région d'Hambourg, en Allemagne. Donc les scientifiques ont analysé à la fois la forme de l'urne, la composition de l'argile, mais aussi les cendres du défunt. Et grâce à cette analyse des cendres, ils ont pu déterminer qu'elles appartenaient à un homme d'une 50aine d'années. 50 ans à l'époque, c'est déjà un âge relativement respectable, puisque l'espérance de vie à l'époque mérovingienne ne dépasse pas 40 ans. Donc cet homme-là, il a fait le trajet, probablement avec sa famille, depuis la région d'Hambourg en Allemagne, et il est venu s'établir dans la région d'Anvers. Au moment de son décès, on l'a incinéré suivant la pratique du rituel funéraire qui était la sienne avant son déménagement. Et il a été incinéré et inhumé avec son urne au milieu des autres défunts qui, eux, suivent le rituel en vogue à l'époque mérovingienne. Et donc, cette analyse permet à l'archéologue de proposer une hypothèse d'interprétation qui est un peu à l'encontre de ce qu'on imagine généralement par rapport au peuple mérovingien, qui seraient des barbares venus agresser, piller très violemment, prendre possession de territoires. Ici, on a plutôt tendance à imaginer une famille qui a fait le déplacement et qui s'est bien intégrée, s'est bien adaptée à son nouvel environnement et a pu finalement être acceptée dans son rituel qui est celui de son origine, mais intégrée dans la nécropole au même titre que les autres défunts. Maintenant, je vous propose de passer à une autre vitrine qui se trouve là-bas. On parle d'échanges, d'influences, de diversité, de voyages, de migration.
de commerce bien sûr, et on n'a pas encore parlé de monnaie. Il y a une raison à cela, c'est qu'à l'époque mérovingienne, c'est le troc qui prévaut. Toutefois, on retrouve quand même de temps en temps certaines monnaies, dont la plupart sont en or au début de la période. Et c'est un problème parce que celui qui a le droit de battre monnaie à l'époque mérovingienne, c'est l'unique roi. Mais à certains moments durant la période, on observe qu'il y a plus de 1200 ateliers monétaires en cours d'utilisation. Et donc, ça montre qu'il y a au moins 1199 ateliers qui sont illégaux et qui trafiquent la monnaie, qui battent monnaie d'une façon qui n'est pas légale. Bien souvent, ils frelatent le métal, ils frelatent l'or, ils le refondent et le mélangent à un métal moins coûteux, de façon à évidemment augmenter leurs bénéfices. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la période, on perd confiance de plus en plus dans le monométallisme or, donc l'utilisation unique de l'or, et au fur et à mesure du temps, on va plutôt se tourner vers le nord de l'Europe, ce qui est caractéristique de la période suivante, l'époque carolingienne, et on va commencer à utiliser des monnaies en argent, dont on a un minuscule témoignage ici au centre de la vitrine, qui ne paye pas de mine, qui est tout corrodé, tout noir, mais qui est aussi la preuve qu'il a été effectivement utilisé, contrairement aux autres monnaies en or, qui étaient plutôt thésaurisées, et donc gardées avec les défunts notamment, ou bien comme trésor en cas de problème. On continue avec une autre thématique. Dans cet espace de l'exposition qui est consacré à la thématique de la mort, on présente des vestiges humains, notamment celui d'un squelette qui est d'habitude exposé au sous-sol de notre exposition permanente et qui nous vient de Ciply, qui a été découvert au XIXe siècle et qui a été réétudié par les anthropologues funéraires dans le cours de la préparation de l'exposition. Ce n'est pas de ce squelette qui est exposé ici que je vais vous parler, c'est d'un autre individu masculin qui se trouve dans le coin et qui a subi une sacrée blessure. On l'a déposé dans cet espace un peu à l'écart parce que ce qu'on a à voir est quand même assez sensible. Donc il s'agit du crâne de cet individu masculin qui est décédé probablement à l'âge de 40 ans, aux alentours de 40 ans, et qui, comme vous pouvez le voir, a reçu un très grand coup sur la tête qui a provoqué une très très grave blessure. Alors, à notre grand étonnement, les anthropologues funéraires qui ont réétudié cet individu nous ont appris que ce crâne était celui d'une personne qui n'était pas décédée des suites de cette grave blessure. Donc, il a survécu pendant 5 à 7 ans, comme en témoigne la cicatrisation de l'os de ce crâne. On va maintenant passer à une autre thématique qui est consacrée au pouvoir. Cet espace de l'exposition est consacré au pouvoir. Le pouvoir à l'époque mérovingienne est incarné principalement par 3 ou 4 personnages, statues, qui sont le roi, la reine, les évêques, le comte, et dans une mesure un peu différente, les abbés et les abbesses qui sont à la tête des monastères qui sont de très grands moteurs économiques dans certains cas. La vitrine dont je voudrais vous parler maintenant, c'est celle de la reine Arégonde, dont vous voyez une reconstitution graphique. Cette reine, elle est décédée aux alentours de 580. Elle a été inhumée dans la basilique de Saint-Denis près de Paris et elle a été enterrée, comme tous les défunts à l'époque mérovingienne, avec ses bijoux, une parure vraiment exceptionnelle que nous prête le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, qui va accueillir l'exposition Le Monde de Clovis en 2022. Cette vitrine nous montre donc l'ensemble des bijoux qui ont subsisté et la pièce la plus importante est en fait la bague sigillaire en or qui permet de définir avec certitude ou quasi-certitude qui était la défunte. Et puis il y a toute une série de bijoux
Donc il y a ces fibules qui sont serties de grenat, comme on en a déjà vu précédemment au cours de la visite. On a également des épingles de voile en or, parce qu'à l'époque, une femme respectable porte le voile. On a des boucles d'oreilles qui sont tout à fait magnifiques, et cette énorme et très volumineuse boucle de ceinture en or et grenat, qui est vraiment une pièce d'orfèvrerie tout à fait remarquable, à la fois extraordinaire dans son décor, mais aussi dans ses matériaux, puisque au moment où la reine Arégonde a dû porter cette boucle de ceinture, les gisements qui fournissaient le royaume mérovingien en grenat, donc d'Inde et du Sri Lanka, sont moins accessibles, et on doit se tourner vers d'autres gisements plutôt situés en Bohême et au Portugal. Mais il y a une période qu'on appelle d'hiatus, de vide un peu entre les deux, où on n'arrive plus à se fournir aussi loin, donc sous le continent indien, mais on n'a pas encore vraiment établi les routes commerciales et les partenariats qui permettent de faire venir les grenats d'autres lieux. Or, la reine Arégonde, à ce moment-là, elle a déjà des grenats qui sont sertis dans sa parure, qui viennent du Portugal et de Bohême. Donc elle a accès, forcément, faisant partie de l'élite de son temps, à des biens qui ne sont pas communs pour l'époque. Cette grande épingle, c'est une épingle de cape ou de manteau. Elle contient en son centre un petit objet qui est très précieux et qui est d'origine romaine. Donc c'est une pratique aussi fréquente de retrouver des objets plus anciens, romains, qui sont sertis ou qui sont réutilisés à l'époque mérovingienne. Enfin, on a toute une série de boucles qui sont en fait des boucles de chaussures et des boucles de jarretières. Elle ne portait pas de bottes, elle portait ce qu'on appelle des bandes moltières qui entouraient, donc protégeaient ses mollets du froid. Et pour faire tenir ces bandes moltières, elle ne nouait pas des liens, elle les attachait avec des toutes petites boucles de ceinture miniatures qui sont donc en argent dans le cas qui nous occupe. Maintenant qu'on a vu cette vitrine tout à fait exceptionnelle, je vous propose de nous rendre dans la dernière partie thématique de l'exposition, consacrée à être croyant. Dans cette salle qui est la dernière que nous allons visiter ensemble et qui est aussi la dernière du parcours scénographique, je vous montre une pièce en particulier qui est ce reliquaire portatif. C'est une toute petite pièce extrêmement précieuse qui est un trésor de la communauté française Wallonie-Bruxelles et qu'on est extrêmement fiers de présenter. C'est un prêt du musée diocésain de Namur. L'origine de la pièce, c'est Andenne. Alors cette petite chapelle, cette petite maison est destinée à recevoir des reliques, donc des vestiges de saints qui sont emballés très soigneusement dans des tissus ou dans des parchemins sur lesquels sont écrits le nom des personnes qui ont été canonisées. Alors cet objet était destiné à être porté sur la poitrine. Donc on le sait parce qu'il y a des traces de sa fonction de pendentif dans la baguette qui montre le fait du toit de cette petite chapelle. Elle est percée de part et d'autre de trous dans lesquels on passait la chaîne et donc on la portait en pendentif. Cette pièce, elle est vraiment emblématique de l'ensemble de la thématique qui est consacrée donc ici à être croyant et pas à croire. On a choisi à dessein cet intitulé parce qu'on ne peut pas savoir de là où nous nous tenons aujourd'hui ce à quoi les gens croyaient. Par contre, on peut dire que suite au baptême de Clovis en 508, tous les territoires qu'il aura conquis, avec le soutien des évêques de Gaule, sont christianisés et donc chacun est considéré comme effectivement chrétien, qu'il croit ou non. Cette pièce est très précieuse, ce n'est pas du tout la seule qu'on a l'occasion de voir dans cette exposition. On expose plus de 600 objets. J'ai essayé de synthétiser, de vous montrer quelques objets qui sont à la fois représentatifs du propos, mais qui sont aussi des objets que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés. Je vous invite à venir continuer la visite et à poursuivre le parcours, à découvrir par vous-même ces objets qui viennent à la fois de nos musées, de notre agence wallonne du patrimoine, mais aussi de Flandre, des Pays-Bas, de France et bien sûr des collections de Marimont. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite bonne découverte.